Bon, je vais parler de vocabulaire euh, du tric-trac. Bon, j'ai déjà fait des vidéos sur le vocabulaire. Là, je voudrais revenir sur le mot bredouille. Le mot bredouille peut poser des problèmes de compréhension euh, aux, aux débutants du jeu de tric-trac. Le mot bredouille est apparu, je crois que c'est Rabelais qui est sorti la première fois le mot bredouille, dans un contexte que je n'étalerai pas. Après, on va le trouver dans le jeu de tric-trac, dans les dictionnaires. Il vaudra toujours dire bredouille, en général, de manière générale. Le bredouille, ça veut dire qu'une personne est empêtrée, elle a des difficultés à parler, il bredouille, c'est-à-dire qu'il a du mal à s'exprimer. Même le dictionnaire de l'Académie française, au début, fait un rapprochement avec bégayer, donc c'est un peu différent. Bredouille, c'est pire. Et donc, il y a donc dedans, il y a une idée d'impuissance. D'impuissance. Et c'est ça qui nous intéresse pour le jeu. On mettra plus tard aussi que une personne qui a cherché à obtenir quelque chose et qui ne l'a pas obtenu, on dit qu'il est revenu bredouille, ou il est sorti bredouille d'une affaire. Donc impuissant à réaliser ce qu'il voulait. Bredouille, ce genre de mots-là, B-R-E, bre, se prononcer aussi berdouille. Berdouille. Ensuite, vous avez par exemple brelan. Le brelan, le jeu de cartes, c'était aussi Berlan. À Bordeaux, vous avez la place Péberlan, autrement dit Pierre Berlan. Ça veut dire brelan. Donc, bredouille, berdouille, vous avez trouvé les deux. Bon, c'est bredouille qui reste. Donc, ce bredouille, c'est un sentiment d'impuissance qui ressort. Alors, où voit-on le mot bredouille dans le jeu de tric-trac? Parce que dans le jeu de tric-trac, il va falloir se dire que c'est un mot technique. Autrement dit, il va être lié bien sûr à l'étymologie, l'impuissance, mais vous allez voir que la manière dont il est utilisé au tric-trac, peut-être pas au début du jeu, lorsque ça a été inventé, mais par la suite, les habitudes ont fait, les usages ont fait que il y a une anomalie d'utilisation. Et c'est pour ça que, comme tout le monde sait que bredouille c'est lié à impuissance de faire quelque chose, eh bien, un nouveau joueur pourrait se poser la question, ne pas comprendre tellement l'usage de bredouille dans le tric-trac. Alors, quel est l'usage de bredouille dans le tric-trac? Et après, on va voir pourquoi il y a un problème. Bon, je ne m'occupe pas des dés. Donc, c'est que dans le tric-trac, il y a 3 jetons pour marquer les points. Il y en a un pour chacun, et un troisième ici, qu'on appelle le jeton de bredouille. Lorsqu'un joueur commence à marquer des points, 2 points, 4 points, et que l'autre n'en a pas marqué, on dit que les blancs ici sont en bredouille. Ils sont en bredouille. Ce qui signifie que si ils arrivent à faire les 12 points, c'est-à-dire qu'il arrive ici et il revient ici, il peut peut-être continuer, hein, mais pour qu'il ait fait au moins 12 points, s'il marque 12 points, on dit qu'il a gagné une partie bredouille. Donc il était en bredouille,
il arrive seul à faire 12 points sans que son adversaire ait la puissance de marquer des points. Il est seul, donc il est seul. C'est lui qui est en bredouille, et c'est lui qui marque une partie, qui gagne une partie bredouille. Alors, une partie bredouille, c'est un trou double, ou une partie double. Partie double, donc il prend son fichier, et au lieu de marquer un seul trou, partie simple, comme il était en bredouille, il gagne sa partie bredouille, c'est-à-dire 2 trous. S'il faisait 12 trous de plus, eh bien, il en manquerait encore 2 de plus. Voilà. C'est ça la signification technique au trick-track. Et c'est ça qu'il faut utiliser. On est en bredouille, on gagne bredouille. Maintenant, prenons le jeton. Les blancs marquent 2 points, ils sont en bredouille. Ils partent en bredouille avec leur jeton. Donc ils sont en mesure de gagner une partie bredouille. S'ils arrivent au 12e point sans que les noirs aient fait un seul trou et avancé sur leur jeton. On rappelle que les points sont toujours pairs. Très bien. Et ils ont marqué 4 points. Et voilà que les noirs jouent et ils marquent à leur tour, par exemple, 2 points. Donc ils vont avancer leur jeton. Mais là, ils viennent de partir du talon. Donc pareil, s'ils arrivent à faire 12 trous sans que les blancs ne puissent bouger, alors ils seront en mesure, ils auront gagné une partie bredouille à leur tour, de l'autre côté. Donc 2 trous. Mais pour savoir qu'ils sont bien partis du talon, seuls, là, ici, c'est le tout début du déplacement, ils vont utiliser 2 jetons. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser ce fameux jeton de bredouille qui était un témoin que les noirs sont bien en bredouille. Alors, en faisant cela, les blancs entrent en bredouille et débredouillent. Les noirs entrent en bredouille et débredouillent les blancs. Ils ont débredouillé. Donc, vous voyez le vocabulaire, il est là. Donc, et débredouillent. Et eux, ils sont en bredouille. Et donc, si maintenant, ils vont déplacer leurs 2 jetons à chaque fois, s'ils avancent ici et font un tour complet, minimum, eh bien, les noirs vont marquer bredouille. Ils vont gagner bredouille. Et une partie bredouille, c'est-à-dire 2 trous. Une partie double. Comme auraient fait les blancs tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Autre cas de figure, le dernier. Les noirs étaient là. Ils marquaient 2, ils sont en bredouille. Ils jouent, admettons, ils arrivent ici, au 8e point. Et là, les blancs marquent 2 points, par exemple, ou 4 points, n'importe quoi. Ils marquent 2 points. Alors, comme ils ont démarré, ils ont interrompu la série de points, de 12 points des noirs. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils débredouillent. Ils débredouillent les noirs. Et donc, ils prennent le jeton de bredouille et ils le remettent au talon. Et maintenant, le jeton de bredouille étant ici, chacun a un seul jeton. Aucun des 2 joueurs ne va pouvoir marquer une partie bredouille, c'est-à-dire une partie double ou 2 trous. C'est-à-dire que si les blancs arrivent, peu importe si chacun marque maintenant, c'est pas un problème, mais le premier qui va arriver ici, il va gagner quoi? Une partie simple. Ici c'est celui-là. On rappelle que quand il y a tout, on ramène tous les jetons aux œufs. Après il peut y avoir des points de reste. Voilà, mais ça on ne va pas rentrer là-dedans. C'est simplement pour parler du vocabulaire. Donc on a compris que les blancs qui sont en mesure de gagner une partie double, on dit qu'ils sont en bredouille. D'accord? Et que quand les noirs, eux, vont débuter, c'est eux qui vont rentrer en bredouille et ils vont débredouiller les blancs.
Mais si on réfléchit bien, la réalité c'est l'inverse, si on s'en tient à l'étymologie. Parce que là on dirait que c'est les blancs qui sont en impuissance, alors qu'en fait c'est l'inverse. Là ils sont en bredouille, on dit ils sont en bredouille, mais celui qui est en bredouille c'est pas le blanc, c'est bien le noir. C'est le noir qui est impuissant à marquer, c'est pas le blanc. Et pourtant on dit cela. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre? Eh bien, bon, il faut comprendre ce que l'on voit. Et c'est comme ça que l'on parle. C'est-à-dire que là, l'usage a fait que le mot bredouille est devenu un mot technique. Même s'il est utilisé de manière inverse de ce qu'il aurait dû être. Je peux citer quand même... alors, dans les traités classiques, depuis Jolivet jusqu'à Le sous la fosse, on ne signale pas d'anomalie sur le vocabulaire. Mais si vous prenez un auteur comme Jacques Robe, né en 1643 et décédé en 1721. Il était géographe et maire de Saint-Denis, notamment. Eh bien, il a écrit des règles du tric-trac en latin en 1710, avec des annotations dans les marges en français. Et que nous dit Jacques Robe à ce sujet? Jacques Robe nous dit: gagner deux bredouilles, gagner deux bredouilles, gagner deux bredouilles. C'est-à-dire, pendant que l'autre est empêtré. C'est ça, bredouille. Vous voyez? Tout à l'heure, il est impuissant, mais en fait, il faut peut-être aller voir dans le mot bredouille, vous voyez, la boue, la berdouille. Et donc les noirs sont empêtrés dans leur position, comme quelqu'un qui a les pieds dans la boue et qui ne peut plus avancer. Ils sont en berdouille. Donc, et l'autre joueur gagne deux bredouilles parce que c'est l'autre qui est en bredouille, dans la réalité. Donc c'est-à-dire pendant que l'autre est empêtré. Que l'espagnol, donc il dit comment les Espagnols disent la chose, au lieu bredouille, ils vont dire enredo, c'est-à-dire donc ce qui signifie mot à mot enchevêtré, empêtré, pris dans les fils, ne peuvent pas s'en sortir. Enredo. Là, ça a un sens, hein. Donc il dit bien que c'est mal dit. Il dit c'est mal dit de dire gagner bredouille. On ne gagne pas bredouille. On gagne pas. Normalement, on ne gagne pas bredouille. Mais on le dira parce que c'est un terme technique et il faut un peu oublier le sens du mot bredouille, le sens parfait du mot bredouille. Mais comment on a pu arriver à ça, à faire cette inversion? Bien, je pense que tout simplement, c'est pas gagner qu'on devait dire au début. On devait dire marquer. Donc les blancs marquent. Quand ils marquent 2 points ou 4 points, ils les marquent sur les noirs. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils marquent, ils marquent la défaite des noirs plutôt que leur gain. C'est pareil, vous allez me dire. Et si vous marquez les noirs, vous marquez l'adversaire, c'est vous qui les marquez, vous les marquez bien bredouille, parce que ce sont bien eux qui perdent. Donc il y a 4 points, mais bon voilà, les blancs sont bien en bredouille, c'est que s'ils font un tour complet de 12 points, eh bien ils auront gagné. Ils n'auront pas gagné bredouille, je dirais, ils vont marquer une partie bredouille sur les noirs. C'est-à-dire que c'est les noirs qui sont en bredouille,
Et les blancs vont marquer les noirs, ils marquent les noirs, ils leur marquent, voilà, vous avez perdu, vous allez, en gros, vous allez me devoir ça. Si c'était de l'argent à payer, voilà, vous allez me devoir ça. C'est l'ardoise, hein, c'est l'ardoise. Voilà. Donc ils marquent les noirs en bredouille. Et puis ensuite, eh ben, on s'habitue à dire que ben, on avait gagné 2 points, 2 trous, etc., etc. Toujours en bredouille. Ce qui a faussé le sens le vocabulaire, qui a faussé le sens du vocabulaire, inversé. Donc c'est ça, vous voyez, c'est ça que je voulais vous dire. Donc de faire attention que le vocabulaire technique du trick-track, qui est toujours, maintenant je vous le dis, hein, on est en bredouille, on débredouille l'adversaire, alors qu'en fait c'est l'inverse, quoi. On se débredouille soi-même. C'est vrai, si lui marque 4 points et que l'autre commence à marquer, on dit que les noirs ont débredouillé les blancs. C'est faux. Ce sont les 2 points font que ce sont les noirs qui se sont débredouillés. Ouais. Voilà. J'utiliserai pas le mot qui irait très bien avec déberdouillé. Voilà. Ils se sont désempêtrés. Voilà. C'est le sens du mot lourche aussi, d'ailleurs. Un jeu dont on ne connaît pas les règles, vraiment, mais qui est souvent repris. Et il est dit dans le dictionnaire français-anglais de l'époque que bredouille c'était l'ourche. C'était le principe de l'ourche en anglais. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc vous voyez, voilà, je crois que j'ai tout dit sur ce que je voulais dire. Il reste simplement à dire qu'il y a encore une autre bredouille, qui est la bredouille de trou. En fait, de la partie du tour. C'est-à-dire que quand un joueur, admettons lui, va arriver ici, s'il a fait les 12 trous sans que l'autre ait pu faire un trou, il n'est jamais quand il est parti d'ici pour arriver ici, l'autre n'a pas marqué de trou dans l'espace, dans le temps. Eh bien, à ce moment-là, les blancs ont gagné un tour bredouille, ou une partie entière bredouille. Voilà. Ce qui fait qu'il va gagner, si c'est convenu, deux fois l'enjeu, au lieu d'une fois. Et le pavillon. Ben, le pavillon, c'est équivalent au jeton de bredouille. Mettons que les blancs aient fait 7 trous. Ils ont fait 7 trous. Et là, les noirs commencent à marquer. Ils marquent par exemple 3 trous d'un coup. Peu importe combien ils en marquent, 3 trous. À ce moment-là, eux, ils viennent de partir. Donc, ils sont en mesure de gagner le tour bredouille, comme tout à l'heure pour les points. Mais pour savoir qu'ils sont bien en mesure de le faire, il faut un témoin. Et le témoin, c'est le pavillon. Donc, on déplace le pavillon ici. Les noirs le font. Et à ce moment-là, ça veut dire que tant que les blancs ne vont pas marquer un trou, le pavillon va rester ici. Et s'ils arrivent à arriver ici, ils auront gagné le tour bredouille, ils vont gagner partie double. Par contre, c'est pareil là aussi. Hein. C'est les blancs qui sont en bredouille, c'est pas les noirs. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, par contre, ayant marqué 3 trous et pris le pavillon, voilà qu'ils continuent à marquer. Et puis, les blancs interrompent leur série en marquant ne serait-ce qu'un trou. Ils l'ont interrompu, donc les noirs ne peuvent plus gagner le tour bredouille, ni les blancs, puisque ça, les blancs, on le savait déjà. Alors le témoin, il faut le remettre ici, comme on fait avec
avec les points. Et c'est comme ça que cela fonctionne. Donc c'est la même histoire. Donc il faut prendre ça comme un terme technique, même si le sens est inversé, on le comprend. Voilà. Et on ne se pose pas d'autres questions, mais c'est bien quand même d'en discuter. Est-ce que le pavillon est obligatoire? Non, il n'est pas obligatoire. Il est surtout apparu lorsqu'on a commencé à jouer des parties dites à écrire, c'est-à-dire qu'il y a plus de trous, il n'y a pas de limite de trous. Il y a un minimum de 6 trous, mais après, il n'y a pas de limite. Alors, c'est très important d'avoir ce pavillon, mais c'est une autre histoire. De toute façon, j'ai fait une vidéo dessus, sur le tricot. Et supposons que vous n'avez pas. Alors, si vous n'en avez pas, il vous reste une solution. Donc, je reprends. On va dire que c'est vous qui avez... Là, vous voyez, il n'y a pas de pavillon. Vous, les blancs, c'est les noirs qui commencent à marquer. Ils marquent 2 trous, etc., etc. Et les voilà, ils ont 6 trous. Ils sont donc en bredouille pour le tour. Ce qu'on appelle d'ailleurs la grande bredouille. Je vous le dis, c'est la grande bredouille. Il faut l'appeler comme ça, c'est la grande bredouille. Sous-entendu que les jetons, ce serait la petite bredouille. C'est la bredouille de points. Et puis voici que les blancs marquent 2 trous. À ce moment-là, tout à l'heure, on a vu que j'aurais pris le pavillon pour signifier que je suis en mesure de gagner la grande bredouille, en grande bredouille. Alors, comment faire? Eh bien, il y a une solution. Je vous la fais très simple, qui était de prendre un bout de papier, vous voyez, et puis vous pouvez le faire comme ça. Vous allez le faire comme ça. Donc, le mieux, c'est d'avoir fait le trou avant. En fait, c'est ça le principe. Donc, vous prenez un bout de papier, voilà, vous le déchirez, vous prenez un bout de papier, et puis vous le piquez dedans. Voilà. C'était comme ça que ça se faisait, hein, à l'époque de Soumis, hein, notamment. Et avant le pavillon. Et ensuite, eh bien, tant que vous allez marquer des points et que vous ne serez pas interrompu par les noirs, ben, vous allez vous déplacer avec le bout de papier. C'est un bout de papier, on l'appelait aussi la cravate. Vous voyez, c'est la cravate. Et donc vous allez vous déplacer, si vous arrivez au bout, comme ça, vous allez gagner le double jeu, c'est parce que vous aurez gagné en grande bredouille. C'est ça. Une autre solution, c'est d'avoir un jeton de ce type-là, mais percé. Et donc vous mettrez le jeton percé autour. C'est une autre solution, c'est encore la cravate. Vous voyez, donc vous voyez, c'est le plus simple. Voilà. Mais bien entendu, si vous avez un pavillon comme celui-là ou un étendard, vous pourrez le déplacer ici. Voilà, en essayant de l'amener jusqu'au bout. Voilà. Je voulais faire ce retour sur ce vocabulaire, puisque de toute façon, ça rentre dans de ce que je veux faire, puisque je veux parler de tous les détails. C'est fait. Et puis, donc de bien faire la différence entre la signification réelle des mots courants, dans la vie courante, et comment le sont pris, le sens est pris au niveau du jeu. C'est technique. Mais bon, on comprend de toute manière ce qu'on veut dire. Mais ça, le mot est dénaturé, hein, le mot bredouille est dénaturé. D'ailleurs, j'ai vu sur un dictionnaire, alors c'est pas l'Académie française, mais c'était fait par quelqu'un qui était de l'Académie française, au tout début, hein, je pense que c'est au tout début du XVIIIe siècle. Il y avait, au mot bredouille, il n'y avait rien. Pour le tric-trac, rien. Par contre, au mot des bredouilles, il y avait quelque chose.
Et donc, au lieu de l'appeler le jeton de bredouille, il appelait ça le jeton de débredouille. Alors, ça n'a jamais été appelé comme ça dans le tric-trac. Mais bon, si vous voulez, le lexicographe, lui, il a raisonné de la manière la plus juste au niveau de la signification des mots, de l'étymologie. Et donc, pour lui, ça n'avait pas de sens. S'il connaissait le tric-trac, il préférait l'appeler le jeton de débredouille. Là, ça marche. Ça marche. Vous prenez un jeton, vous avez des points, l'autre commence à marquer, et ici, il prend celui-là parce qu'il se débredouille. Voilà. Mais bon, après, on tombe dans la complication parce que comment on va dire quand il va se déplacer comme ça, puisque là, normalement, il est en bredouille. Oui. Donc, on ne peut pas dire qu'il est en débredouille. Pourrait, mais bon, vous voyez, ça complique les choses. Donc, tout ça, ça a été laissé de côté pour ensuite, pour faire plus simple. Voilà. Pour faire plus simple, même si le sens n'était pas. C'était pas rigoureux au niveau du sens. C'est tout. Je vous ai parlé de Rob, Jacques Rob. Très intéressant hein, ce qu'il a écrit. Alors lui, vous savez, je fais l'origine du tric-trac tel que j'ai remonté personnellement les choses. Après, on peut voir d'autres aspects, hein. C'est pas interdit, bien entendu. Et donc, mais bon, voilà. Donc moi, pour moi, ça vient très probablement, on va dire, du tocadillo, que je pense être espagnol. Dans tous les livres, les traités, on va entendre parler de peut-être que ça viendrait d'Allemagne, bon, des choses comme ça, quoi. Mais le tocadillo, c'est espagnol, probablement. Moi, je pense très, très probablement, comme je l'explique dans les vidéos. Mais par contre, que nous dit Rob? Ben, Rob, lui, pour lui, il affirme que le tric-trac est d'origine espagnole. C'est le seul à le dire. Voilà, c'est tout. Bon ben, vous ne serez pas surpris si je vous dis que je suis d'accord avec lui. Voilà. Ensuite, il nous parle des gens qui ont été abandonnés. Donc j'ai ma vidéo sur les trois gens, entre guillemets, parce qu'il y en a qu'un qui s'appelle Jean, c'est Jean de rencontre, et puis après il y a le Margot la fendue et puis la pile de misère. Et donc je vous dis que ces trois gens, entre guillemets, ont été abandonnés, et j'explique tout ça dans cette vidéo, dans une vidéo. J'explique à quoi ça sert, comment il faudrait revoir les règles avec précision, etc., pour pouvoir les utiliser. Voilà. Je vous dis aussi que la pile de misère, à mon sens, il faut garder, quoi. Que Margot la fendue, c'est un autre jeu. Si on l'utilise, c'est un autre jeu. Il est certain que si on utilise Margot la fendue, les traités du 19e siècle qui ont des tables de calcul, mais il y en a aussi un peu au 18e siècle, et ben, tous ces traités, vous pouvez les mettre dans un sac. Parce que le fait qu'il y ait Margot la fendue, ça fausse complètement les calculs. Hein. C'est évident, les probabilités, etc. Donc c'est un autre jeu du coup. Alors donc il ne faut pas... ça a été abandonné depuis longtemps, donc on laisse tomber. On laisse tomber, et puis si on a envie de s'amuser à y jouer avec pour voir ce que ça donne, on peut toujours le faire. Mais si on disait s'il y avait une fédération du jeu de tric-trac, on jouerait sans Margot la fendue, sans la pile de misère, et probablement aussi sans le genre de rencontre. Et que nous dit Jacques Rob? Eh ben, Jacques Rob, il nous dit, la pile de misère, il dit pas que c'est abandonné, pour lui ça se joue, il la cite dedans. Moi je suis d'accord, ça pose aucun souci. Vous voyez, les probabilités, tout ça, ça n'a aucun souci.
Par contre, Margot Lafendue et le genre de rencontre, c'est des gens qui ne jouent plus. Il le dit. Il ferait pareil. Surtout que dans la vidéo, le genre de rencontre qui resterait le seul, je vous dis, il y a deux solutions, il y a deux possibilités. Soit on fait le coup aidé, alors à ce moment-là, celui qui lance les dés et puis qui va jouer ceux qu'il a lancés, il ne pourra pas faire un doublé. Donc c'est déjà suffisant. Et pas la peine de faire le genre de rencontre. Et si au contraire, chacun lance un dé, à ce moment-là, celui qui a le plus fort, il reprend les dés et il relance. Et bien s'il relance, celui-là, il pourra faire un doublé. Et là, on peut imaginer de faire un genre de rencontre. Mais comme je dis, il vaut mieux quand même compter que 2 points par simple et 4 points par doublé au lieu de 4 et 6. Parce que c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop pour le peu de choses, le peu d'écart qu'il y a entre commencer le premier ou le second. Donc ça, non, voilà. Moi, donc je pense que le mieux, c'est de dire, bon, le genre de rencontre, on laisse tomber. Le Margot Lafendue, c'est clair, c'est pas le même jeu. On joue plus au même jeu, donc on laisse tomber. Et quant à la pile de misère, ça ne pose aucun souci de la continuer à la pratiquer, puisque de toute façon, en plus, elle n'arrive que très peu de fois, mais si elle arrive, ça peut être très intéressant quand même. Alors voilà, j'ai terminé ce que je voulais vous dire. Ouais, j'ai terminé. Je vais voir si j'ai d'autres choses à dire. Non, non. Je pense que voilà. Si, je vais vous dire autre chose que disait Jacques Robe. Alors Jacques Robe, lorsqu'il a écrit les règles du tric-trac en latin, mais c'est bien fait, hein, c'est bien écrit, il faudra que je les regarde à nouveau. C'est en 1710, et ben il avait quel âge? Il avait 57 ans. Voilà. Il est mort 11 ans après. Il avait 57 ans, géographe, hein, maire de Saint-Denis, je dis. Bon, Jacques Robe, qu'est-ce qu'il nous dit dès le début? Dès le début par rapport en entrant en matière, on va dire, pour le tric-trac. Eh bien, il nous dit tout simplement, j'ai été longtemps sans vouloir l'apprendre. Ça peut faire penser à beaucoup de monde lorsque moi je lui dis, bon, on va jouer, non, non, ouais, moi je ne suis pas joueur, etc. Enfin, c'est assez dur pour moi hein, d'arriver à le faire, mais quand j'ai réussi à faire jouer quelques personnes, j'en ai eu 6 hein, sur place ici, à l'époque, eh bien, toutes les personnes qui ont joué, ils ont dit la même chose que Rob, mais il m'a plu par la suite. Donc, n'hésitez pas, jetez-vous à l'eau, trouvez un autre joueur, mettez-vous autour d'un tablier, prenez un jeu de backgammon, percez des trous s'il faut, et puis c'est parti. Prenez les vidéos, prenez les livres, prenez tout ce que vous voulez, et puis et jouez. Et puis vous verrez. Hein. Voilà. Et bien sûr, si vous avez quelqu'un proche qui peut vous apprendre le jeu, ça va aller encore plus vite. Hein. Mais d'ailleurs, c'est ce que disait Soumi. Il dit le mieux, c'est d'avoir quelqu'un qui vous explique le jeu, mais il n'y a jamais eu vraiment beaucoup de joueurs. Hein. Il y en a peut-être plus, évidemment, au XVIIe siècle, au XVIe siècle, au XVIIe siècle. Mais ensuite, après, je crois qu'il y a peut-être eu plus de tables de tric-trac que de joueurs. Bon, et puis après ça a disparu. Fin du 19e siècle, le tric-trac terminé. Terminé, je vous trouverai un texte que j'ai trouvé fin du 19e siècle qui
qui finalement témoignent de cet abandon. Voilà. Mais bon, il y a toujours eu quand même quelques joueurs qui ont maintenu l'existence et puis les traités, hein, surtout les traités. S'il n'y avait pas les traités, ça serait perdu tout ça. Hein. Bon, ben voilà, je m'arrête là et je vous dis merci de m'avoir suivi encore une fois et puis à très bientôt pour autre chose. Au revoir.